XVe siècle, plusieurs histoires controversées racontent comment un médecin juif aurait incité le pape à boire ou à se faire transfuser le sang de 3 jeunes gens âgés de 10 ans afin de pouvoir guérir d'une maladie. Malheureusement, ça n'aurait aidé ni le pape qui serait mort de maladie, ni les 3 jeunes gens qui seraient un peu morts dans le procédé. Bon, cette anecdote franchement douteuse et un poil antisémite nous fait nous poser une question légitime. Comment est-ce qu'on a inventé la transfusion sanguine ? Commençons notre histoire au XVIIe siècle. La grande mode de l'époque, c'est surtout les saignées. La théorie en vigueur n'est pas toute récente, elle nous vient en droite ligne d'Aristote et Galien, et c'est la théorie des humeurs. On pense que le sang est fabriqué par le foie, qu'il passe par le cœur, et qu'au final il est consommé par le corps au niveau des extrémités en passant par les petites artères. Ainsi il y aurait 2 sangs, un sang bleu, un sang rouge, d'utilité complètement différente. Et on sait aussi qu'accessoirement, lorsqu'on se vide de son sang, on meurt. Avec cette théorie, on considère que les maladies sont dues à un déséquilibre des humeurs. Donc en gros, il faut enlever l'humeur en trop pour arriver à guérir de la maladie. Mais comme on sait pas trop comment remplir d'une humeur, eh ben on purge, on saigne, on vide. Galien quoi. C'est marrant qu'un mec comme ça soit devenu la mascotte des pharmaciens. Seulement on ne sait pas vraiment ni à quoi sert le sang, ni d'où il vient réellement. On sait juste que c'est l'humeur la plus importante et qu'elle porte une sorte d'énergie vitale. Tout début du XVIIe siècle, on progresse un peu. William Harvey, médecin de la couronne britannique, va découvrir en découpant des bestioles et quelques humains que, en vidant un être humain de son sang, on obtient 4 à 5 litres, pas plus. Et que le cœur débite à peu près 260 litres de sang par heure. Donc à moins que votre corps soit capable de fabriquer 4 litres de sang par minute, ça paraît compliqué. Grâce à des expériences de ligature artérielle et veineuse, il va se rendre compte que le flux sanguin artériel va dans un sens et que le flux sanguin veineux va dans le sens opposé. Il va donc proposer un modèle avec une circulation artérielle et veineuse se faisant en circuit fermé. Le sang part du cœur par les artères et revient au cœur par les veines. Le cœur fonctionne donc comme une pompe et c'est lui qui est à l'origine du caractère pulsatile des artères. Il a aussi observé qu'il y a une petite circulation qui passe par les poumons, mais il ne sait pas encore bien pourquoi. Donc maintenant il y a une circulation sanguine, et on se rend compte que lorsqu'il n'y a plus assez de sang, les animaux meurent. Et on se rend compte que lorsqu'on ligature l'artère d'un organe, celui-ci va également mourir. Pas cool. D'ailleurs il aura à cœur de vider le sang de nombreuses bestioles, de le mettre dans un pot, et de réinjecter le contenu de ce pot dans d'autres bestioles. Les premières transfusions animales quoi. 50 ans plus tard, c'est Christopher Wren qui va inventer des outils rigolos pour permettre d'injecter du liquide directement dans la masse sanguine. L'ancêtre du cathéter. Et c'est donc avec ces outils qu'il va réussir à transfuser une bonne paire de chiens. Sympa. 2 ans plus tard, ça servira à Jean-Baptiste Denis qui va pratiquer la première transfusion sanguine humaine. Oui, non, lui, il aimait pas trop les chiens, lui. Son premier patient, c'est un adolescent de 15 ans qui a une fièvre résistante au traitement. Et je vous rappelle que le traitement à l'époque, c'est massivement la saignée. Vu qu'il en a subi une vingtaine, le jeune homme il est pas au top de sa forme. Il est tout mou, tout blanc, ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle une anémie maintenant. Donc Jean-Baptiste Denis, il va pratiquer la première transfusion sanguine humaine au monde. Mais dans des conditions bien différentes de maintenant. Déjà le donneur c'est un agneau, ça se laisse faire plus facilement. Ils sont reliés tous les deux par un cathéter. La première extrémité est reliée à l'artère de l'agneau, l'autre extrémité est reliée à la veine du receveur. Le fait de transfuser 300 ml de sang à ce jeune homme va permettre une amélioration rapide de ses symptômes et une récupération de son état antérieur. C'est la première xénotransfusion réussie. Xénotransfusion, ça signifie transfusion d'un animal à l'homme. Cette découverte française va être publiée dans un journal britannique, et ça pète la classe quand même. Du coup, l'ami JB, il va transfuser 4 personnes au total avec ce procédé. Si les 2 premières se passent bien, à la 3e, le patient décède. Mais bon, on va attribuer le décès à une autre cause, hein. Chapeau pointu. Le 4e par contre est transfusé avec du sang de veau pour traiter un comportement maniaque. Me demandez pas pourquoi du sang de veau, ni pourquoi le comportement maniaque, je n'en sais strictement rien. En tout cas, si la première transfusion ne change rien, la 2e va se passer beaucoup plus mal, avec apparition d'urine noire, de sueur, de nausées. Et ça ressemble à un accident hémolytique ça. Ouais. En pratique, l'accident hémolytique, c'est quand votre système immunitaire reconnaît les globules rouges du donneur comme un corps étranger et se met à les attaquer. Et ces symptômes-là, ils sont en fait la conséquence directe de la destruction de ces globules rouges. L'organisme a eu le temps de structurer des défenses contre ce corps étranger à la première transfusion. Et du coup, quand JB continue les transfusions, le patient va décéder. Et ça va entraîner un contentieux avec l'épouse du bonhomme. Bon. Pour faire bonne figure, l'épouse va être jugée et condamnée pour avoir empoisonné son mari à l'arsenic. C'est plutôt commode.
Mais quand même, dans le jugement, on considérera que la transfusion doit être encadrée, soumise à approbation par le Collège médical de Paris. Et 2 ans plus tard, elle sera définitivement interdite en France. Dans l'intervalle, Van Leeuwenhoek, qui bosse sur les microscopes, va étudier une goutte de son propre sang. Et il va la décrire comme des globules rouges nageant dans un liquide clair. Au XVIIIe siècle, si l'interdiction persiste en France, la transfusion est pratiquée dans toute l'Europe, avec des résultats très contrastés. On travaille sur les voies d'abord avec succès, mais comme sur les indications on est plutôt moyen, les résultats sont mitigés. Et en 1818, James Blundell. Alors James Blundell, c'est un obstétricien et il est embêté par une maladie qu'on appelle l'hémorragie du postpartum. En gros, des femmes meurent juste après leur accouchement parce que leur utérus saigne abondamment et on sait pas faire grand chose face à ça. Blundell va donc réaliser les premières transfusions de sang sur cette indication, en utilisant du sang humain, cette fois celui du mari des femmes accouchées. Les résultats sont mitigés, parce qu'avec 10 transfusions, on obtient un taux de succès de 50%. Ce qui est cool pour une affection considérée comme fatale, mais pas totalement satisfaisant. Donc avec Blundell, on pose l'hémorragie comme indication privilégiée, mais il reste encore quelques problèmes à résoudre. Premier problème, le sang coagule vite chez l'homme, et le matériel qu'on utilise, c'est-à-dire un entonnoir pour récupérer et un injecteur, va rapidement se bloquer, et ça, c'est nul. Deuxième problème, on a toujours ces soucis d'incompatibilité, où le sang du donneur va être détruit, ce qui entraîne une aggravation de l'état, voire une aggravation du saignement. Et ça, on ne sait pas prédire ni comment, ni pourquoi. Et c'est en 1900 que Karl Landsteiner va découvrir les groupes sanguins. En gros, il observe que les globules rouges vont avoir tendance à s'agglutiner en présence de sérum humain. Le sérum étant le liquide dans lequel baignent vos globules rouges et qui contient tous les anticorps. Et en testant tout son personnel de laboratoire, il va arriver à une conclusion simple. Il existe 2 antigènes sur les globules rouges qu'il va appeler A et B. On espère qu'il a été plus inspiré pour les prénoms de ses enfants. Et chaque individu peut être porteur d'un motif, des 2, ou d'aucun. Et dans le sérum humain, on possède des anticorps dirigés contre les antigènes qu'on ne possède pas. En gros, vous pouvez porter ces antigènes ou pas sur vos globules rouges, et vos anticorps vous défendent contre ce qui est considéré comme étranger, c'est-à-dire ce que vous ne possédez pas. Votre système immunitaire est xénophobe? Oui, il l'est. Par exemple, si vous êtes du groupe A, vous avez des anticorps contre B. Si vous êtes du groupe B, vous avez des anticorps contre A. Si vous êtes du groupe O, vous avez des anticorps contre A et contre B. Et si vous êtes du groupe AB, vous avez des anticorps contre rien. Donc logiquement, si vous êtes du groupe A, vous pouvez recevoir du groupe A et O, mais pas de B. Si vous êtes du groupe B, vous pouvez recevoir du groupe B et du O, mais pas de A. Si vous êtes du groupe O, vous ne pouvez recevoir que du O. Si vous êtes du groupe AB, vous pourrez recevoir du A, du B, du AB et même du O. Ces règles transfusionnelles, à partir du moment où elles sont mises en place, elles empêchent l'agglutination des globules rouges et donc leur destruction par le système immunitaire du malade. Et ça permet une meilleure sécurité transfusionnelle. Et ça, les petits poulets, ça fait en 1930 un prix Nobel de médecine. En 1910, George Woolsey va mettre en évidence un autre problème transfusionnel. Un homme de New York va présenter une hémolyse à la suite d'une transfusion. Une hémolyse, ça signifie qu'il y a une destruction des globules rouges. Et là, le type, on se dit, oui, ça doit être une incompatibilité donneur-receveur, comme d'habitude. Mais en fait non. Le problème lorsqu'on regarde ces globules rouges au microscope, c'est qu'il a chopé le palu, un parasite des globules rouges qui les fait éclater. Alors que le gars, il n'était pas atteint du paludisme avant, ce qui est quand même bizarre. On contrôle donc son donneur et on se rend compte que le donneur, il est porteur du paludisme alors qu'il n'avait jamais manifesté de symptômes de cette maladie. C'est une nouvelle découverte super importante parce qu'on se rend compte que le sang, ça peut être aussi vecteur de maladie. Donc on ne peut pas utiliser de donneur malade. Mais on ne sait pas encore à l'époque quelles maladies peuvent être transmises par le sang. Et à partir de là, les découvertes vont s'accélérer. En 1914, un médecin belge appelé Albert Hustin va ajouter un additif au sang, du citrate de soude afin de l'empêcher de coaguler, et ainsi permettre la conservation du sang pendant 4 jours, et posant les bases de l'anticoagulation. Et je dis bien les bases, parce que la coagulation, c'est chaud. Genre, c'est chaud de ouf. 2 ans plus tard, Roos et Turner vont même découvrir un additif permettant de conserver le sang jusqu'à 40 jours, permettant la création de la première banque de sang. On va donc pouvoir séparer les phases de recueil et les phases de transfusion, ce qui, en temps de guerre, est bien pratique. Et en plus, avec ces histoires de système ABO, on va pouvoir maximiser les chances de succès. En 1936, on teste de nouvelles voies pour obtenir du sang frais. On va essayer les transfusions de sang de cadavres. Ça marche pas. C'est pas une bonne idée. Sur le plan infectieux, le cadavre, c'est moyen. On va vite oublier. En 1940, Landsteiner et Weiner vont découvrir le système Rhesus, qui vont permettre d'affubler votre groupe sanguin d'un petit plus ou d'un petit moins. Si vous avez un plus, vous êtes porteur de l'antigène D et vous n'avez pas d'anticorps contre cet antigène.
Et si vous avez un moins, vous n'avez pas d'antigène D, mais par contre vous avez les anticorps contre cet antigène. Par la suite, on va découvrir de nouveaux procédés de conservation, notamment en congelant ou en ajoutant des additifs, ce qui va permettre de garder le sang sans qu'il perde ses propriétés, ni qu'il ne coagule. On va également mettre en place une batterie d'examen de dépistage du sang des donneurs, afin d'empêcher les transfusions de sang contaminées et la transmission de maladies infectieuses. Malheureusement, en 1985, on a eu un problème. En effet, l'avènement du VIH et l'affaire du sang contaminé ont entraîné la contamination par le VIH de 4000 personnes en France, notamment des hémophiles qui sont très dépendants de ces produits sanguins. Plusieurs problématiques ont été soulevées. Retard à la généralisation du dépistage, absence de sélection des donneurs du sang, interdiction tardive des produits sanguins non chauffés. Et les mecs en charge de ce système qui conservait du sang potentiellement infecté ont été condamnés. Et c'est suite à cela qu'une sélection drastique des donneurs a été mise en place, avec notamment la restriction du don des homosexuels, étant considérés comme à fort risque de transmettre la maladie. Parce qu'à l'époque, sur le VIH, on n'y connaissait quasiment rien, si ce n'est qu'on le surnommait le cancer gay et que ça touchait principalement les 4 H, les haïtiens, les hémophiles, les prostituées et les homosexuels. Depuis le 11 juillet 2016, le don est à nouveau ouvert aux homosexuels, sous réserve d'une abstinence sexuelle de 12 mois, ce qui ne s'applique pas aux hétérosexuels. Les idées reçues ont la vie dure. Bon, depuis le don du sang, c'est quand même devenu une procédure extrêmement sécurisée. Les complications majeures, c'est-à-dire celles qui nécessitent l'intervention d'un médecin, ne concernent que 0,05 à 0,3% des transfusions, ce qui est très peu. Aujourd'hui en France, 114 personnes malades reçoivent des produits sanguins toutes les heures. 570 000 patients sont soignés grâce aux 1 500 000 dons qui sont réalisés chaque année. Bref, si vous voulez plus de détails sur le don du sang en pratique, je vous invite à regarder cette vidéo de Point de vue social qui parle spécifiquement du don du sang, des conditions pratiques, de comment ça se passe, des points de prélèvement. C'est vachement bien fait et le mec est brillant. D'ailleurs, il parle de plein de trucs en lien avec le travail social, la pauvreté, la précarité, la maladie, le handicap. Enfin bref, c'est extraordinaire et c'est cool de voir des chaînes aussi bienveillantes sur le net. Soutenez la chaîne en likant, en vous abonnant, en partageant, ça c'est super important. Si vous avez des questions, vous les posez en commentaire, j'essaie de répondre à tout. Pour le coup, je vais vous proposer un petit jeu. Si vous êtes capable de me donner le groupe receveur universel et le groupe donneur universel, merci de l'indiquer en commentaire et je vous dirai si vous avez raison ou pas. Prenez soin de vous et des autres, donnez votre sang, ciao. 15e siècle. Pape Innocent VIII. Innocent VIII.